Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, le Yémen. Alors que les rebelles Houthis gagnent du terrain, les combats se poursuivent avec les troupes gouvernementales. Les populations, quant à elles, continuent à fuir. Nous vous emmènerons dans le camp d'Al Soumaïa, à l'est de Marib, une ville au cœur du conflit. Nous irons également en Turquie. Nous ferons le point sur la chute de la livre turque. Les conséquences sont nombreuses. Reportage à suivre. Et puis à la fin de ce magazine, on va vous faire tourner la tête, mais pas que. On va aussi vous faire tourner l'esprit grâce à notre invitée Rana Gorgani, l'une des rares femmes à pratiquer en public la danse des derviches tourneurs. Au Yémen, 7 ans après le début de la guerre qui oppose les rebelles chiites houthis et les forces gouvernementales soutenues par une coalition arabe, il n'y a pas de gagnant. Il y a en revanche un grand perdant, le peuple. Démunis, les Yéménites souffrent des bombardements, des épidémies et de la famine. Vous allez le voir dans le camp d'Al Soumaïa, à l'est de Marib, une ville devenue avec l'avancée des Houthis le centre névralgique du conflit. Julien Cheida. Face à l'avancée des rebelles Houthis, des milliers de Yéménites n'ont eu d'autre choix que de fuir dans ce coin reculé du désert. Ici, pas de bombardement, mais des conditions de vie très difficiles. Presque pas d'eau potable, ni de sanitaire, et en cette saison automnale, les températures sont très froides. Il y a 4 ou 5 familles qui vivent dans chaque tente. On n'a reçu ni couverture ni matelas. Le froid risque de nous tuer bientôt. Il n'y a personne qui peut nous aider à part Dieu. Il n'y a qu'ici qu'on pouvait aller. Comme vous le voyez, c'est un désert. Il n'y a rien. Pas d'aide humanitaire, pas d'école, pas d'hôpital. Aucun service qui pourrait être utile aux familles. En cas d'urgence, on n'a aucun moyen de transporter un malade ou un blessé à l'hôpital le plus proche. La cité de Marib est avant tout célèbre pour son site antique. Mais les bombardements successifs en ont fait une zone de guerre. Dans ce dernier bastion gouvernemental du Nord, soutenu par l'Arabie saoudite, une victoire des Houthis permettrait aux rebelles d'amorcer une attaque vers le sud du pays. Avant la guerre, 30 000 personnes vivaient ici. La ville compte désormais des centaines de milliers de réfugiés. Après une interruption en septembre, l'offensive des Houthis, débutée il y a presque un an, a causé la mort de nombreux civils. Sur un plan géostratégique, Marib marque le point de passage entre le nord et le sud du Yémen, où se trouvent d'importants gisements de gaz et de pétrole. Sa chute, dans un camp ou dans l'autre, pourrait être déterminante pour la victoire finale. La reprise des discussions sur le dossier nucléaire iranien. Après 5 mois de pause, les négociateurs se sont retrouvés lundi à Vienne dans un climat positif. Les délégations de l'Union européenne, de l'Iran et de la Russie semblaient optimistes à l'issue des premiers pourparlers. On en vient à la dégringolade de la livre turque. Depuis le début de l'année, elle a perdu 40% de sa valeur face au dollar. Une inflation galopante qui a des conséquences sur les finances des Turcs. Au nord-ouest du pays en particulier, elle vient s'ajouter à une précarité croissante de la population. Reportage signé Shona Bhattacharya et Ludovic de Foucault. Jour de marché à Edirne, au nord-ouest de la Turquie. Ici comme ailleurs dans le pays, il suffit de tendre le micro pour entendre les difficultés croissantes d'une population qui se paupérise. Nos seuls revenus, c'est la retraite. Que Dieu nous vienne en aide. Les salaires et les pensions n'augmentent pas, mais les prix sont très hauts. Le fromage, la viande, tout est devenu trop cher. Depuis 10 ans, Recep le Stambouliote vient ici chaque semaine pour vendre ses serviettes de bain, même si ce géophysicien de formation se destinait à une autre carrière. Maintenant, j'ai même honte de dire le prix aux clients. 100 livres turcs pour une serviette, par exemple, soit 7,50 €. La classe moyenne devient la classe inférieure. Une minorité continue de soutenir le gouvernement, les autres ont faim. Il y a 5 ans, le salaire minimum turc dépassait celui de la Hongrie, de la Croatie ou de la République tchèque. Depuis, avec la dépréciation de la monnaie, il est passé en dessous de tous les pays de l'Union européenne. Le PIB par habitant était de plus de 11 000 € en 2013. Il s'établit à peine à 7 500 en 2020. Mais d'autres indicateurs, comme la croissance ou les exportations, restent bons pour l'instant. C'est difficile de trouver des matières premières.
Tout se fait plus rare et plus cher. Ce qui vient de l'extérieur, comme le coton ou le polyester, a augmenté de 35-40%. Les exportations turques ont besoin de matières premières, de machines, d'engins de haute technologie qui viennent de l'extérieur et qui risquent tous de devenir plus chers. L'autre talon d'Achille de l'économie turque, c'est sa dépendance énergétique. Et là encore, à la pompe, les prix s'envolent. On a eu 3 augmentations coup sur coup en une semaine. Au total, c'est à peu près 30% de plus. Et une autre augmentation est prévue la semaine prochaine. On fait des économies sur le gaz à la maison pour se chauffer. On essaye de faire au mieux pour moins dépenser. Le président Erdogan a bâti sa popularité sur les bons résultats économiques de son pays. La situation actuelle pourrait avoir des conséquences politiques. Les prochaines élections sont prévues en juin 2023. Elle s'appelle Rana Gorgani. Elle est l'une des rares danseuses soufis à se produire en public et elle a l'invité d'Express Orient aujourd'hui. Bonjour Rana. Merci. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, à l'heure où l'on féminise beaucoup les professions, est-ce que l'on peut dire que vous êtes une derviche tourneuse ? Oui, mais j'aime le mot derviche tourneur. J'aime ce mot qui est effectivement masculin, mais dans lequel je me sens à l'aise et je me sens femme. Alors la danse soufie est une danse spirituelle et ancestrale, elle est réservée traditionnellement aux hommes. Pour vous, c'est contraire à la pensée soufie de réserver cette danse aux hommes ? Pas du tout. En réalité, il y a des femmes qui pratiquent cet art spirituel, mais il se passe qu'il est rare que les femmes se produisent sur scène, se produisent devant un public et notamment devant des hommes. Et ça, c'est effectivement en lien avec certains pays qui conservent la tradition et gardent un rapport en lien avec la religion. Et il y a cette réalité. Par contre, moi, j'ai décidé d'en faire un art spirituel. Et la pensée soufie, elle est en lien avec le monde, elle est dans l'ouverture. On dit que que ça tend vers l'amour et vers la tolérance et l'égalité. Donc, je pense qu'il est tout à fait d'actualité de mettre en lumière cet art que l'on connaît généralement comme un art ou comme une pratique spirituelle faite par les hommes. Alors justement, vous êtes originaire d'Iran, un pays où les femmes n'ont même pas le droit de chanter seules en public. Comment vous êtes venue à cet art qui est même dans tout le reste du Moyen-Orient, en général réservé aux hommes ? Eh bien, je pratique cette danse qui s'appelle samo, qui est un mot d'origine arabe et qui signifie l'écoute, donc qui est en lien avec l'écoute de la musique, mais également de l'écoute de son cœur. Et donc le samo est une pratique que j'ai découverte en Iran dès mon plus jeune âge, et c'était une pratique que je faisais dans l'intimité. Je ne pensais pas encore à ce moment-là que j'allais l'emmener sur scène. J'ai pratiqué plusieurs danses avant de décider que cette intimité, en tout cas, eh bien je voulais la partager au monde, la partager au public. Et il est vrai qu'en Iran, ce n'est pas envisageable de monter sur scène et même d'emmener une esthétique contemporaine à cet art sacré. Mais je pense que en tant que femme et d'origine iranienne, eh bien pour moi, c'est montrer également ma culture parce qu'il y a la danse soufie en Iran et apporter aussi une autre vision de la spiritualité et du soufisme. Alors, il y a un instrument qui est intimement lié avec cette danse soufie. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous jouer un petit morceau ? Bien sûr. Il s'agit du daf. Alors le daf est un instrument sacré, un instrument qui est traditionnellement joué pendant les cérémonies soufis. Donc c'est un instrument de prière. On dit que la rondeur du daf symbolise la terre et il a des anneaux accrochés et ces anneaux-là, eh bien, symbolisent les êtres humains qui habitent cette terre. Donc, c'est
C'est un instrument pour moi qui est le reflet de la beauté sur cette terre, la planète et les êtres vivants, les êtres humains qui l'habitent. Et je souhaite chanter un chant sacré, également traditionnellement chanté par les hommes. Et c'est un chant, c'est une phrase arabe qui est la ilaha illallah, qu'on connaît traduite comme il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. J'aime également y mettre ma propre interprétation qui est Dieu n'est pas parce qu'il est. Et l'idée du divin, finalement, ici, c'est simplement un hommage au tout. Voilà, au tout et au rien à la fois et au cosmos. Voilà. On vous écoute. Rana Ghorghani. Et je rappelle juste rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, que vous avez un concert à l'Institut du monde arabe ce jeudi. Oui, tout à fait, pour le Liban et en hommage au festival Baalbek. Et c'est un concert qui est sous la direction artistique de Simon Greichi, qui a invité différents artistes, dont moi, donc je suis très honorée. Merci beaucoup Rana Ghorghani. Merci à vous d'avoir suivi Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.